Depuis la crise ivoirienne qui a éclaté en 2002, Guillaume Soro fait partie du jeu politique aux différents postes qu'il a occupés, patron des Forces Nouvelles, Premier ministre et ministre de la Défense, puis président de l'Assemblée nationale. Ses prises de position ont toujours été déterminantes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, un avenir qui ne s'écrira certainement pas sans lui. Bonjour Franklin Nyamsi. Bonjour Denise Epoté. Votre livre a pour titre « Phénoménal Guillaume Soro, l'incarnation ivoirienne d'une génération africaine ». En quoi est-il phénoménal? Il est phénoménal parce qu'il incarne l'Afrique qui monte. D'abord parce que ce continent, c'est 80% d'une population à moins de 50 ans, démographiquement. Ensuite, parce que ce continent, c'est une jeunesse, mais également des sociétés dynamiques qui ont fait la révolution cybernétique alors qu'on les pensait coupées de la modernité. Ce sont des sociétés qui sont ouvertes aux 4 autres continents du monde. Ce sont des sociétés qui sont en révolution, en mutation très importante, à la fois parce qu'elles vivent de plus en plus dans les villes, parce qu'elles sont en train de transformer l'agriculture, parce qu'elles sont en train de développer les grands groupes industriels qui vont faire le XXIe siècle, au point que le président Macron a pu nous dire que l'Afrique était le continent central de l'humanité. Eh bien, dans cette société-là, Guillaume Soro incarne un leadership nouveau. D'abord parce qu'il connaît toutes les générations politiques qui ont bâti la Côte d'Ivoire. Ensuite, parce qu'il s'est construit à partir d'un destin modeste, issu d'une famille ordinaire, un père technicien de l'agriculture, une mère ménagère. Il a construit son parcours en tant que leader syndical dans une université ivoirienne en ébullition dans les années 90. Et il est le secrétaire général qui va donner à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse alors qu'elle avait été bannie. En 1997, il est déjà l'homme de l'année élu par la presse ivoirienne. Et c'est ce Guillaume Soro qu'on retrouve au cœur de la revendication de l'égalité, de la lutte contre la discrimination en 2002. Donc c'est quelqu'un qui, en réalité, non seulement appartient à l'Afrique actuelle et à celle de l'avenir, mais c'est quelqu'un qui a réussi à s'enraciner dans les combats fondateurs de nos républiques et qui se projette y compris quand il prend la tête de la rébellion en 2002. Il prend donc la tête de ce combat dans une situation de détresse. Il y a une détresse nationale, une détresse républicaine ivoirienne. La Côte d'Ivoire, en crise économique depuis la fin des années 80 notamment, eh bien, s'est retrouvée dans l'obligation d'arbitrer entre sa générosité, celle des années 60-70 sous le président Houphouët-Boigny, vous savez, les années glorieuses, et en même temps, la réelle politique qui veut qu'une population qui s'est multipliée par 10 et des revenus des matières premières qui ont baissé par 3 ou par 4 ou par 5, oblige l'État à revoir sa stratégie de redistribution. Fallait-il pour autant prendre les armes? En Côte d'Ivoire, 2 idéologies s'affrontent dans les années 90. L'une dit qu'il faut réformer l'État de Côte d'Ivoire, l'adapter à l'économie monde. C'est l'idéologie Alassane Ouattara, l'idéologie d'un certain libéralisme. L'autre dit qu'il faut réserver l'État de Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. C'est une idéologie qui va s'appeler l'ivoirité, sous sa forme politique, bien qu'elle soit née dans les années 70 sous une forme culturelle. Eh bien, ces 2 idéologies s'affrontent et la Côte d'Ivoire se déchire. Sous le président Bédié, entre 93 et 99, c'est déjà ça. Au moment du coup d'État. Au moment du coup d'État de 99, le fameux coup d'État de Noël. Mais en réalité, lorsque le président Gbagbo arrive au pouvoir, c'est au prix d'une double exclusion. Exclusion d'abord, bien sûr, du PDC-RDA, dont le candidat est encore Henri Konan Bédié. Exclusion du RDR, avec le leader de ce parti, Alassane Ouattara, qui, dès les années 90, est en fait dans les starting blocks pour la magistrature suprême. Le pays implose au jour le jour. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les délits de faciès, il y a des voies de fait, il y a des pièces d'identité qui sont arrachées, il y a une population qui est harcelée, et Gbagbo arrive, comme l'est dû lui-même, en 2000, octobre 2000 au pouvoir, dans des conditions calamiteuses, parce qu'il y a du sang dans les rues. Un charnier épouvantable, majoritairement constitué de populations typées, la partie nord du pays, eh bien, va polluer la naissance de la démocratie multipartisane en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Guillaume Soro se retrouve en réalité dans le tourment de l'histoire. Il doit prendre une décision dont il n'est pas fier, parce que ce n'est pas une décision aisée à prendre, celle de se battre pour rééquilibrer le rapport de force politique dans son pays. 2002, c'est une bataille pour avoir le droit d'être chez soi, d'appartenir à son pays, de ne pas être exilé. C'est une bataille de la reconnaissance de l'égalité républicaine des citoyens. Alors, quand interviennent les accords de Marcoussis en 2003 pour solder justement cette crise ivoirienne qui éclate en 2002, alors que Guillaume Soro était à la tête des Forces Nouvelles, c'est une révélation pour lui parce qu'on découvre qu'il est un orateur politique.
Alors, on découvre l'orateur politique, mais on c'était découvre d'abord le leader estudiantin des estudiantin campus. En politique 97, je vous dis, il était déjà l'homme de l'année en Côte d'Ivoire. qui fait plier le pouvoir politique incarné par Laurent Gbagbo, dont il était un des proches au moment de la FECI. Il faut souligner que c'est la FECI qui a servi de fer de lance à l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro, alors leader de la FECI à partir de 1995, est l'un des hommes politiques ivoiriens qui connaissent le mieux Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo en a été aussi un mentor, parce que le Front populaire ivoirien incarne alors, à cette époque, la grande bataille pour la démocratie. Soro, comme à l'instar de ses aînés, que sont Bédier, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, d'avoir joué des alliances et des mésalliances au cours de cette dernière décennie? Ce qu'on lui reproche en réalité à Guillaume Soro, c'est la loyauté à un seul combat, le combat pour l'égalité républicaine dans son pays. Quand en 1995, il est aux côtés de Laurent Gbagbo, c'est pour qu'il y ait la démocratie. Quand en 2002, il était en 2002, aux côtés c'est d'Alassane Ouattara. pour que Henri Konan Bédier et Alassane Ouattara et tous les Ivoiriens qui sont exclus avec eux aient le droit de participer. Attention, en 2010, Guillaume Soro, c'est le Premier ministre qui va organiser la première véritable compétition présidentielle. Et il n'est pas candidat. C'est l'homme qui a arbitré à chaque fois pour l'égalité. Et il serait peut-être temps que cet homme se mette encore plus décisivement au service de son pays. Alors, pour vous, Guillaume Soro a toujours été la solution au cours de cette dernière décennie. Le mérite est cependant collectif, quand on pense aux accords de Marcoussis, mais surtout aux accords de Ouagadougou en 2007. La force de Guillaume Soro consiste en ceci, qu'il ne se met pas en avant d'un combat. Il est celui qui se met à la disposition d'une cause. Mais c'est vous qui dites qu'il est la solution. Il n'est pas la solution en tant qu'individu, il est la solution en tant que phénomène, en tant qu'emblème. Parce qu'il est en réalité le porte-parole d'un leadership africain innovant qui assume l'histoire de nos États, qui assume la modernité actuelle et qui veut prendre la responsabilité totale de l'Afrique qui vient sans plus attendre. Et que fait-on de la réconciliation nationale qui est en panne? Guillaume Soro est aujourd'hui le grand maître de l'ordre de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On a entendu son discours, mais après? Pas seulement après, avant, dès 2007 avec Laurent Gbagbo, il fait la flamme de la paix à Bouaké. Il est aussi celui qui, lorsqu'il est en 2010 désigné par le président Alassane Ouattara comme Premier ministre et ministre de la Défense, il est celui qui dit « Attention, notre plus grand chantier dans ce pays, ça va être la réconciliation nationale ». On attend toujours. Le 3 avril 2017, il prononce un discours monumental à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, demandant que soient élargis tous les derniers prisonniers de la crise post-électorale ivoirienne. Un discours qui fait un tollé dans un certain nombre de colonnes. On voit que ça n'a servi qu'un camp, puisque le camp de Laurent Gbagbo le paye très cher. Guillaume Soro demande, et a demandé avec insistance, d'ailleurs, vous avez pu suivre peut-être la dernière visite qu'il a menée dans les terres intérieures de Côte d'Ivoire à Fresco, Guillaume Soro demande aujourd'hui que soit desserré l'étau sur l'ensemble des forces politiques ivoiriennes, afin que les échéances qui arrivent soient des échéances de l'apaisement, de la confiance, de la transparence et de l'inclusion parfaite. Guillaume Soro est pour la libération de l'ensemble des prisonniers de toutes les récentes crises politiques ivoiriennes. Y compris Laurent Gbagbo? Guillaume Soro n'a pas la main sur la situation de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans un tribunal international. Mais je suis sûr que Guillaume Soro fait partie de ces Ivoiriens qui ne sont pas fiers que Laurent Gbagbo et Blé Goudé soient à La Haye. Et il l'a dit à plusieurs reprises, il ira les voir pour leur demander pardon, le fameux yako ivoirien qui signifie « acceptons de mettre en réalité, de tourner la page du passé pour refonder ensemble une Côte d'Ivoire inclusive dans laquelle les erreurs que nous avons mutuellement commises ne pourront plus être commises. » Guillaume Soro fait face à deux incompréhensions. Il y a l'incompréhension des victimes de l'ancien régime, le régime Gbagbo, qui estime qu'il faut passer par jugement et condamnation tous ceux qui ont perpétré l'idéologie criminelle de l'ivoirité. Mais il y a aussi l'incompréhension d'un certain nombre de caciques du régime actuel, qui en réalité malheureusement vivent de la non-réconciliation et qui pensent que Guillaume Soro emprunte ou utilise le langage du pardon de la réconciliation dans le cadre d'une stratégie de type électoraliste. Non, il a compris que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. À ce propos, quel avenir politique pour Guillaume Soro, à présent qu'il n'est plus le dauphin constitutionnel depuis la révision de la Constitution? Guillaume Soro n'a jamais eu autant d'avenir politique que depuis qu'il n'est plus dauphin constitutionnel, car il est désormais libéré de cette clause relativement fâcheuse dans les pays africains qui veut que le président sortant doive nommer le président suivant.
Nous devons passer à l'ère de la démocratie. Et Guillaume Soro est plus que jamais à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit, et je l'ai dit dans ce livre phénoménal Guillaume Soro, qu'il y a 3 entités qui décideront du destin de Guillaume Soro. Il y a Dieu, parce que nous sommes croyants et que la spiritualité est un phénomène transcendant en Afrique. Il y a le peuple de Côte d'Ivoire et il y a Guillaume Soro lui-même. Ce sont ces 3 entités. Mais Guillaume Soro, aujourd'hui, en réalité, n'étant plus dauphin constitutionnel, est davantage à la disposition de son destin que de celle d'une signature décrétale qui n'a pas forcément l'approbation du peuple. Franklin Nyamsi, n'êtes-vous pas subjectif? Alors, Puisque vous êtes quand même son conseiller politique spécial. je dois dire que la chose la plus grave que nous puissions avoir dans le monde politique et intellectuel, c'est la prétention de neutralité, d'indifférence et d'impartialité aérienne. Je suis subjectif au sens où ce que je dis, j'en suis convaincu, je le pense vraiment. Mais je ne suis pas subjectif au sens où je biaiserais la vérité de l'histoire. Guillaume Soro représente le leadership qu'on verra apparaître en Côte d'Ivoire, se renforcer, Une nouvelle génération d'hommes qu'on verra politiques. apparaître au Cameroun, mon pays natal, qu'on verra apparaître au Sénégal, on a commencé à le voir avec le président Macky Sall, qu'on va voir apparaître au Bénin et un peu partout en Afrique. C'est un grand message pour l'Afrique et pour le reste du monde. Regardez ce leader et vous comprendrez le type de leaders africains auxquels vous aurez affaire dans le XXIe siècle qui commence. Franklin Nyamsi, merci. Je vous remercie, Denise Epoté.